Mais les juifs radicaux ne font pas qu'occuper le terrain immobilier. Ils tentent aussi d'imposer leurs règles strictes et antidémocratiques. C'est ce qu'ont constaté Caroline Benaroche et David Cohen pour Arte Reportage. À Jérusalem, les juifs ultra-orthodoxes tentent de s'approprier la ville et les laïcs résistent difficilement. Cet autre conflit, plus larvé, menace pourtant la démocratie même d'Israël. Les ultra-orthodoxes représentent aujourd'hui plus de 20% de la population de Jérusalem et leur pouvoir s'étend chaque jour un peu plus. Ils ont réussi à imposer des lois discriminantes jusque dans les services publics de la ville. Ces dernières années, l'affaire des bus, comme on l'appelle, a révélé un nouvel apartheid. Les premières victimes, les femmes. Ce sont des bus publics et je ne pense pas que les femmes soient des citoyennes de seconde classe. Elles n'ont pas à s'asseoir à l'arrière. Les hommes devant, les femmes derrière. Cela semble impensable dans un État démocratique. C'est d'ailleurs totalement illégal. Nous montons dans le bus numéro 40, là où tout a commencé. Aucune consigne n'est affichée. Pourtant, nous allons découvrir comment la ségrégation s'applique insidieusement. Nous dissimulons la caméra, nous nous asseyons à l'avant du côté des hommes. Rapidement, notre voisin nous interpelle. Tu dois aller à l'arrière du bus. Pardon? C'est un bus séparé. Je dois aller à l'arrière, mais il n'y a pas de place où s'asseoir à l'arrière. Tu dois aller à l'arrière parce que c'est un bus religieux. Mais c'est la loi? Oui, dans ce bus, oui. Sinon, les hommes risquent de s'énerver contre toi. Les hommes vont s'énerver contre toi. Donc je dois aller derrière, c'est ça? Oui, tu vois la deuxième porte là, et ben tu vas derrière. Où tu veux, mais tu vas t'asseoir derrière. Pour mettre fin aux explications, il nous accompagne à l'arrière. Ce système injuste ne cesse de se développer. Il y a 10 ans, ces bus n'existaient pas. Aujourd'hui, 56 lignes imposent cette ségrégation. Lorsque nous descendons, 3 soldats qui ont assisté à la scène viennent vers nous. Tu t'es assise au milieu de la partie des hommes. T'as eu de la chance qu'ils ne t'aient pas frappé. Pourquoi? Vous pensez qu'ils auraient pu me frapper? Oui, oui, je l'ai déjà vu plusieurs fois. C'est notre monde, tu sais, c'est dingue parfois, mais c'est comme ça. Selon un sondage réalisé en 2009, 90% des juifs d'Israël, dont 81% d'orthodoxes, sont contre cette ségrégation. En juin, la Cour suprême doit rendre une décision sur le maintien ou non de ces bus. C'est ici que j'avais pris le bus. Cette ségrégation, c'est le combat de Naomi Ragen, l'un des écrivains les plus célèbres du pays. Elle a été victime d'une agression sur cette même ligne de bus pour avoir refusé de s'asseoir à l'arrière. Féministe d'origine américaine, elle est aussi orthodoxe. Pourtant, elle est la première à critiquer la radicalisation des religieux. Les gens sont forcés d'aller s'asseoir à l'arrière. En plus, si vous portez un pantalon par exemple, on va vous dire « descendez du bus ». En entendant Naomi Ragen, un jeune militaire ultra-orthodoxe ne peut s'empêcher d'intervenir. Mais qu'est-ce qu'elles cherchent, les femmes? À exaspérer les hommes? Quel est leur problème? Elles ne peuvent pas s'asseoir à l'arrière? Mais ce n'est pas leur problème à elles. Si un homme est dérangé, c'est son problème à lui. Dès que quelque chose vous dérange, c'est toujours la faute des autres. Non, c'est votre problème. C'est votre problème à vous. C'est pas le nôtre. Si ça devient un pays de lois religieuses, alors le pays est foutu. C'est ce que tu penses, hein? C'est bien un point de vue de gauchiste, ça. Mais qu'est-ce que les gauchistes viennent faire là-dedans? C'est notre capitale, c'est Jérusalem. Et c'est une ville sainte. Naomi Ragen veut nous montrer ce Jérusalem ultra-orthodoxe. Au nord de la ville, le quartier de Mea Shearim, le bastion de la communauté Haredi, les juifs les plus radicaux. Ici, les habitants ne reconnaissent pas l'État d'Israël et sont contre l'implantation de colonies. Ils vivent dans un monde clos dont ils fixent eux-mêmes les règles. Voilà le panneau d'entrée du quartier qui dit « Aux femmes et aux jeunes filles, vous qui entrez dans ce quartier, nous vous supplions avec tout notre cœur de ne pas entrer ici avec des vêtements indécents. Portez une chemise fermée avec des manches longues, une jupe longue et pas de vêtements moulants. Mais aucune loi juive ne dit que je dois porter des manches longues. »
Au coin de la même rue, Naomi découvre un nouveau panneau, plus radical encore. Ce panneau dit que finalement ils se fichent de comment vous êtes habillés. Ils préfèrent que les groupes de touristes ne viennent pas du tout. Mais c'est une rue publique de la capitale d'Israël. Et ce n'est pas possible dans un pays démocratique. Mais vous savez où ils ont réussi? Ils ont leur propre patrouille de la pudeur et leur propre manière de rendre la justice. Et la police ne s'en mêle pas. Donc c'est un petit ghetto et en tant que résidente à Jérusalem, je trouve ça très dérangeant. Avec leurs cafetans et leurs chapeaux, les habitants semblent sortir tout droit d'une gravure du 19e siècle. Ici, on a banni toute forme de modernité. Sur les murs, pas de publicité commerciale, mais des affiches qui rappellent les obligations religieuses et la bonne morale. Dans les rues, pas de terrasses de café, pas de cinéma, pas de journaux non plus. Dans les librairies, on ne trouve que des ouvrages religieux. Ils ne vendraient jamais mes livres dans cette librairie. Ici, tout doit être très cachère. Naomi Ragen a raison. Dans cette librairie, on ne trouve d'ailleurs aucun roman. La plupart des romans, 90% des romans contiennent de la violence et du sexe et des idées qui vont à l'encontre de la Torah. Alors, par exemple, je suis juive et française aussi. Vous connaissez Victor Hugo? Oui. Est-ce que c'est un écrivain cachère? Je crois pas. Et Shakespeare? Non plus. Ce qu'ils ont écrit ne correspond pas à la Torah. Je ne dis rien contre eux, mais bon, c'est juste différent. Si une librairie dans ce quartier commençait à vendre du Victor Hugo ou du Shakespeare, quelles seraient les réactions? D'abord, ils n'en vendraient pas. D'accord, mais imaginons. Et après, il y aurait des manifestations. Vous pensez? De quel ordre? Et ils viendraient ici avec des pancartes, nuit et jour. Les ultra-orthodoxes de Méach et Harim considèrent le monde qui les entoure comme une source permanente de perversion. Danger numéro 1, les femmes. Celles-ci doivent être tenues à l'écart, même dans les petits commerces, comme dans cette boulangerie. Vous avez vu, il y a des signes. Un pour les hommes et un autre pour les femmes. C'est pour le vendredi quand il y a beaucoup de monde. Pourquoi y a-t-il deux queues séparées? C'est juste une question de pudeur. Mais enfin, quel est le problème exactement? C'est pour être plus strict. C'est simplement pour être plus rigoureux. Et puis, il y a des gens de mon quartier qui l'ont exigé. C'est pour ça qu'on l'a fait. On vous l'a demandé? Oui, c'est ça. Sur la vitrine, on trouve le même genre d'avertissement que ceux affichés à l'entrée du quartier. Vous savez, il y a une mafia qui insiste pour que ces avertissements soient affichés, même si le propriétaire du magasin est contre. Et s'ils refusent, ils peuvent faire fermer ou même incendier la boutique, ou encore faire courir le bruit que la nourriture n'est pas cachère. C'est vraiment une mafia. Jusqu'alors, les ultra-orthodoxes vivaient dans des quartiers circonscrits. Mais avec près de 10 enfants par famille, ces espaces ne leur suffisent plus. Ils migrent vers des secteurs historiquement laïques de Jérusalem, où ils n'hésitent pas à imposer leur mode de vie. Nous avons rendez-vous avec Shimon Bigelman. Cet ancien journaliste est aujourd'hui membre de Meretz, un parti de gauche, fervent défenseur de la laïcité. On va à Kiryat Yovel, un quartier laïque dans le sud-ouest de Jérusalem. Les habitants partagent tous le même objectif. Ils ne veulent pas laisser les ultra-orthodoxes envahir le quartier. Kiryat Yovel, c'est 17 000 habitants. Mais depuis peu, 3 500 ultra-religieux sont venus s'installer. Waouh, il fait beau aujourd'hui. Des habitants ont accepté de nous montrer l'impact de l'arrivée massive de ces orthodoxes sur leur quartier. Depuis 3 ans, Dani, Dina et Shlumit font leur tour de garde. Et chaque semaine, ils constatent un peu plus l'emprise des religieux sur leur quartier. Là ici, vous pouvez voir une station de bus qui a été vandalisée, sans doute par ces extrémistes, même si la police n'a jamais attrapé les coupables. Les orthodoxes sont absolument contre toute forme de publicité, surtout avec des femmes et ce, quoi qu'elles portent. Vous allez voir, l'un après l'autre, tous les arrêts de bus ont été vandalisés.
Oui, oui, vandalisé. Ces vitres brisées inquiètent Danny, ce professeur d'université. Mais il y a plus grave. Ces ultra-orthodoxes ne contribuent pas à l'essor du pays. Le problème que nous devons affronter va vite devenir le problème d'autres villes d'Israël. Les ultra-orthodoxes ne servent pas dans l'armée, beaucoup d'entre eux ne travaillent pas et ils ne contribuent pas à la société car ils ne payent pas de taxes. À Jérusalem, ils sont très nombreux et du coup, c'est l'une des villes les plus pauvres d'Israël. Pour coloniser un quartier, ils appliquent toujours les mêmes méthodes. Transformer des maisons en synagogues illégales et, comme à Mea Shearim, remplacer les publicités commerciales par des affichettes religieuses. Ça, c'est sur la viande cachère. Comment on doit faire avec le sel. Et là c'est l'heure pour allumer les bougies de Shabbat. Des affichettes comme celle-ci, on en trouve dans tout le quartier. Alors, quand Shlomit croise un religieux, la tension monte rapidement. Mais en quoi ça vous gêne? C'est pas la peine, ces tracts. On n'aime pas ça, on ne veut pas ça dans le quartier. Excusez-moi, mais vous êtes dégueulasse. Il y a des gens qui ne sont pas religieux, qui veulent observer le Shabbat. On ne peut pas l'enlever comme ça, ce n'est pas légal ce que vous faites. Ça ne dérange personne, ces affiches. Il y a des laïcs qui réussissent à vivre en paix avec nous. C'est dégoûtant. On n'a pas besoin de ça. C'est des bêtises, ces affichettes-là. Non, c'est pas des bêtises. T'as pas à faire ça. Vous n'êtes que des sales gauchistes. Vous êtes vraiment dégueulasses. Vous ne devriez même pas vivre à Jérusalem. Nous ne sommes pas politisés, pas du tout. La seule chose que nous voulons, c'est conserver notre quartier, notre ville et même Israël, aussi laïque que possible. C'est une sacrée guerre, douloureuse, vraiment douloureuse, et amère aussi. Shabbat. C'est autour de cette journée que le conflit se cristallise. Pour les ultra-orthodoxes, c'est un jour saint, chômé, où la vie profane s'arrête pour laisser place à la prière. Chaque vendredi, quelques minutes avant l'apparition de la première étoile, les religieux de Jérusalem s'imposent 39 interdictions. Plus de voitures, plus aucun contact avec l'électricité, plus de commerce. Les rues et les routes se vident. Les quartiers religieux se replient sur eux-mêmes. Ce couvre-feu, les orthodoxes aimeraient l'imposer à tous. Alors, des commandos du Shabbat sillonnent les allées du Grand Marché de Mehane Yehuda au centre-ville pour forcer les Juifs à respecter le Shabbat. Je te jure, tu vas avoir des problèmes. Tu es en retard pour le Shabbat. À chaque fois que l'on vient, il y a un problème. Tu es toujours en retard. Dommage, c'est dommage. Vous profanez le Shabbat. Si on respecte le Shabbat, il y a la bénédiction. Ces ultra-orthodoxes clament le Shabbat en yiddish, Shabbès, car l'hébreu doit rester la langue de la prière. Un peu plus loin dans la rue, un vendeur s'emporte. Tu es obligé de fermer là? Non, je suis pas obligé. Et alors, tu vas faire quoi? Tu vas fermer ou pas? Bah oui, qu'est-ce que je te dise? Je vais fermer. En tout cas, c'est bien énervant de les voir rester là. Tellement énervant que les deux vendeurs jouent la provocation. Allez, vas-y, arrête de ranger. On ne ferme pas, on reste. Achetez, achetez, 5 shekels le film. S'il vous plaît, je peux vous poser une question? L'homme refuse de nous parler. S'adresser à une caméra pour ce rabbin, c'est interdit le jour de Shabbat. Et dans ce marché, il a mieux à faire. Tu veux faire des problèmes ici? Tu n'écoutes jamais ce que l'on te dit.
Chaque semaine, c'est la même chose. Mais le marché est ouvert. On vend encore, nous. Tu sais où je vais te le mettre, ton Shabbos? Non. Ils ne vont pas les lâcher jusqu'à ce qu'ils ferment le rideau. Une fois qu'ils ont fermé, ils s'en vont. Chaque vendredi, la pression porte ses fruits. Tous les commerçants ont fermé boutique. Il n'y a jamais de gestes violents, mais un harcèlement moral hebdomadaire qui envenime un peu plus les relations entre laïcs et religieux. 19h. La ville tout entière semble maintenant vivre au rythme de Shabbat, sauf dans le souk arabe que quelques orthodoxes traversent encore pour rejoindre leur quartier. C'est à ce moment-là que les juifs laïcs reprennent possession de la ville. Nous retrouvons Shimon, le militant laïque. Waouh, c'est plein. Voilà une autre manière de célébrer Shabbat. Regardez là et là. C'est partout pareil dans Jérusalem. Il y a encore plein d'endroits comme ça. Shimon veut nous présenter Pépé Alalo, l'homme à la longue barbe. Pépé est loin d'être un religieux. Originaire d'Amérique latine, il est l'adjoint du maire de Jérusalem et il s'inquiète pour l'avenir de son pays. Le premier souci en Israël et à Jérusalem, c'est l'éducation des enfants. Aujourd'hui, nous avons deux systèmes d'éducation. Il y a l'école laïque et l'école religieuse. Dans ces écoles religieuses, ils étudient principalement les textes saints et ne se préparent pas à une vie future, à un emploi. Le problème, c'est que seulement 20% des orthodoxes travaillent. Les autres 80% ne travaillent pas. On a du coup une population ultra-orthodoxe extrêmement pauvre. Et qui les entretient? Les laïcs. Et ils commencent à se sentir menacés. C'est l'un des gros problèmes de Jérusalem. Parce que les jeunes laïcs partent. Les jeunes laïcs partent à Tel Aviv ou Haïfa. À une autre table, nous rencontrons Adva, une étudiante de 20 ans. Elle ne compte pas quitter la ville. Au contraire, Adva veut nous montrer que l'on peut profiter de Jérusalem, même le vendredi soir. Que pensent tes parents du fait que tu sortes le vendredi soir comme ça, que tu respectes pas le Shabbat? On se raconte pas trop nos plans. Mes parents habitent en dehors de Jérusalem. Ils vont à la synagogue. Je suis l'aîné de 7. C'est quand même une famille tous religieux. Et pour eux, le Shabbat c'est très important et je suis sûre qu'ils ne sortent pas du tout. On a l'impression de transgresser un interdit. Quand il fait encore assez tôt, il y a les familles comme ça qui reviennent à leur maison et ils te regardent un peu du coin comme ça. C'est quand même, tu te sens pas toujours à l'aise. Jérusalem n'est pas qu'une ville sainte, c'est aussi une ville étudiante qui compte près de 40 000 jeunes, pour la plupart laïcs. Et ici, plus qu'ailleurs, on a envie de faire la fête. Les endroits ouverts, ils font pas ça pour fâcher. C'est pas comme on lève un drapeau et on dit voilà, on est jeunes, on fait contre, on vous donne pas la possibilité d'arrêter tout. On vient de bonne volonté. Et spécialement en Israël, qu'on est tellement en stress tout le temps, c'est cool d'avoir la possibilité, même à Jérusalem, que c'est une ville religieuse et tout le monde le sait. C'est sacré pour les 3 religions. Et puis c'est vraiment une vie spéciale, mais on peut faire des choses cool aussi ici. Okay. Et puis on rentre. Shabbat shalom. Tu dis Shabbat shalom, toi? Bah, c'est le Shabbat, hein. Faut pas oublier, c'est cool que c'est le Shabbat. Le vendredi soir, la vie nocturne de Jérusalem n'a rien à envier aux plus grandes capitales. « 10h, le lendemain, dans une zone industrielle en bordure de la ville. Comme chaque samedi depuis novembre 2009, les ultra-orthodoxes se donnent rendez-vous devant l'usine Intel. Leur objectif, manifester et prier pour la fermeture de l'usine qui reste ouverte pendant le Shabbat. Une atteinte intolérable pour ces extrémistes. Avec notre caméra, nous ne sommes pas les bienvenus. Vous désacralisez Shabbat, foutez le camp, cassez-vous, empêchez-les de nous filmer. À la tête de ces manifestants, le rabbin Yosef Rosenfeld. Il a accepté de nous rencontrer après Shabbat. Malgré son air bonhomme, le rabbin n'est pas prêt de transiger.
La société Intel s'est engagée à n'employer que des ouvriers non juifs, jamais des juifs. Mais cet arrangement reste inacceptable pour nous, les rabbins. Car même les non-juifs ne doivent pas travailler le jour de Shabbat. Yosef Rosenfeld se sent investi d'une mission, faire respecter le Shabbat par tous et partout. Chaque semaine, il arpente les rues du centre-ville pour convaincre les propriétaires de bars et restaurants de fermer leur établissement le jour saint. Le bar Yankee était l'un des lieux les plus prisés des laïcs le vendredi. Mais depuis 2 semaines, grâce à moi, il est fermé le soir de Shabbat. Voilà, c'est celui-là, le Yankee Bar. Fermer des usines, des bars, ce rabbin, comme des milliers d'autres, ne se soucie pas des conséquences économiques. Eux sont à l'abri. Chaque mois, leur salaire leur est versé par l'État. À Jérusalem, le bras de fer ne fait que commencer entre laïcs et ultra-orthodoxes. À la lisière des 2 quartiers les plus religieux de Jérusalem, un peu de modernité tente une incursion. Une boutique de hi-fi et d'informatique, une vraie tentation. Moshe s'est laissé séduire. Est-ce qu'il y a un manuel pour apprendre à l'utiliser? Il n'a ni télé, ni internet. Il vient acheter son premier ordinateur. Avec la modernité, on a accès à plus de choses et c'est difficile de résister, de s'opposer au monde qui se développe. Pour ne pas se laisser pervertir par la technologie, les rabbins ont imaginé une parade. L'électronique cachère. Il y a quelques mois, Moshe a craqué pour un téléphone, et pas n'importe lequel. Tu peux nous montrer ton téléphone? Oui, je peux vous le montrer. Alors, sa particularité, c'est qu'il n'y a pas d'SMS, pas d'Internet, qui peut vous voler du temps. Et puis, il y a un tampon qui montre que c'est cachère. En plus, il y a des opérateurs cachères avec des numéros particuliers. Comme ça, on sait que quand un autre numéro cachère vous appelle, il n'y a pas de souci. Avec 4 fois plus d'enfants dans les familles d'ultra-orthodoxes, les religieux pourraient prendre le contrôle de Jérusalem. Ils représentent déjà 20% de la population de la ville.